À la une de l'actualité ce soir, c'est fini pour le 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Les questions d'intégration, d'indépendance financière de l'Union africaine ou encore la succession à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie ont dominé les débats auxquels ont pris part le président du Faso. Dans cette édition, retour sur les grandes conclusions. Et puis le projet de construction des logements sociaux à Bobo Dioulasso divise. Le site prévu pour bâtir les logements fait polémique. Et au regard de la confrontation qui se dégage, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat tente un apaisement et appelle au dialogue. Il s'est rendu sur le site de Logo-Fourousso où il a rencontré les différentes parties. Mais a-t-il réussi à fléchir les positions? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, c'est André Manuel López Obrador qui sera le prochain président du Mexique. Il a remporté l'élection présidentielle hier dimanche dans son pays. Pour une troisième tentative, c'était la bonne. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'indépendance financière de l'Union africaine ou encore la succession à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie étaient au menu des discussions des dirigeants de l'Union africaine qui se sont achevées ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. Une quarantaine de chefs d'État africains, dont le président du Faso, a pris part à cette rencontre. Alpha Bari, le chef de la diplomatie burkinabé, revient sur les grandes conclusions. Il s'est confié à Abouakar Sayon. Il y a eu des rapports qui ont été présentés. Un premier rapport sur l'état de mise en œuvre de la réforme de l'Union africaine, notamment aussi sur cette question de la réforme, l'engagement des pays à mobiliser les ressources, à savoir la mise en œuvre de la taxe de 0,2%. Il y a des pays qui appliquent ça très bien et on a vu que pour la première fois, les États africains ont pu mobiliser jusqu'à 45 millions de dollars. C'était un record. Et donc, c'est la preuve que les Africains peuvent financer leur propre développement. Et le deuxième rapport a porté sur la zone de libre-échange économique qui a été adoptée en mars dernier à Kigali. Il y avait le troisième rapport qui portait sur le Sahara occidental. Il y a un quatrième rapport qui portait sur la position de l'Afrique par rapport aux ACP. Est-ce qu'il faut que l'Afrique se détache des autres pays des Caraïbes et du Pacifique? Donc c'est ça le débat. Le thème du sommet va être discuté tout à l'heure avec un rapport du président Bouhari sur la corruption. Et à marge donc de ce sommet de l'Union africaine, s'est tenu un sommet extraordinaire du G5 Sahel, un sommet qui a réuni les présidents du G5 Sahel, mais aussi le président français Emmanuel Macron. L'opérationnalisation de la force antiterroriste et le financement du développement des pays membres sont les grands sujets à l'ordre du jour de cette importante rencontre. On écoute d'ailleurs le président nigérien Mamoudou Issoufou sur les enjeux de ce sommet. On a décidé de convoquer ce sommet extraordinaire du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine sur deux sujets. Le premier, c'est l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Et le deuxième sujet, c'est le programme d'investissement prioritaire que nous avons décidé de mettre en œuvre dans l'espace du G5 Sahel, parce qu'il y a toujours cette liaison étroite entre les questions de sécurité et les questions de développement. Sur le plan sécuritaire, nous nous battons sur le plan militaire pour vaincre le terrorisme. Ça, c'est une solution à court terme. Mais à long terme, la solution, c'est le développement économique et social, parce que c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe, que naît le terrorisme. Donc nous allons examiner la lutte contre le terrorisme sous ces deux aspects, aspect sécuritaire et aspect développement. Et toujours en marge du sommet de l'UA, le président du Faso s'est entretenu avec deux personnalités. Il s'agit du vice-secrétaire général de l'ONU et du président togolais. Avec le vice-secrétaire général de l'ONU que vous voyez ici en image, le président du Faso a échangé sur diverses questions, notamment la problématique de la sécurité au Sahel.
Avant de décoller pour Ouagadougou, le président s'est aussi entretenu avec les Burkinabés de Mauritanie. Avec les compatriotes, Roch-Marc Christian Kaboré a évoqué des sujets relatifs à la vie de la nation, mais aussi aux difficultés de la diaspora en Mauritanie. Le point des échanges avec Aboubakar Sayon. Le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'écoute de ses compatriotes vivant en Mauritanie. La rencontre est aussi l'occasion pour le président du Faso d'informer la communauté burkinabé de Nouakchott sur la vie de la nation et les actions entreprises pour le développement socio-économique du pays. Les Burkinabés de l'étranger voteront en 2020 et un forum de la diaspora burkinabé sera organisé courant juillet 2018 à Ouagadougou. Le président du Faso a également évoqué les difficultés que le pays traverse, notamment les attaques terroristes. Malgré l'ensemble de ces situations difficiles, le Burkina Faso a continué donc à avancer dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques en faveur de nos populations, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans les autres secteurs de l'immobilier. Il y a des efforts qui sont faits. Les préoccupations de la communauté burkinabé ont porté essentiellement sur les difficultés rencontrées pour l'établissement de la carte de résidence et des documents d'état civil. Les questions relatives à l'intégration des Burkinabés dans la société mauritanienne, à l'établissement de permis de travail pour les Burkinabés de la Mauritanie et aux difficultés de transport pour rallier Ouagadougou et Nouakchott ont été évoquées. Le président du Faso a donné des éléments de réponse à l'ensemble de ces préoccupations qui seront résolues avec la reprise prochaine de la commission mixte de coopération entre la République islamique de Mauritanie et le Burkina Faso, interrompue depuis 1991. Très satisfait, mais aussi rassuré de voir qu'il va en profondeur des sujets, qu'il propose des solutions. Et ça montre que c'est un homme de grande expérience, mais aussi qui est à l'écoute de son peuple. Et cela est très rassurant pour nous, les Burkinabés qui sommes à l'étranger. C'est des réponses qui sont vraiment claires et ça répond vraiment à nos attentes. Et sur le plan des paniers de ménagères, je suis satisfaite aussi. Parce que je sais que bientôt, beaucoup de choses vont changer. Par rapport aussi aux difficultés que les Burkinabés rencontrent ici, je crois que, comme le président l'a dit, il y aura une solution à cela. La communauté burkinabé de Mauritanie est forte d'environ 300 membres. Le président du Faso les a invités à être des modèles en terre mauritanienne et à participer aux efforts de développement de la mère patrie. À Ouagadougou, le Premier ministre, quant à lui, échange avec l'ambassadeur de Chine populaire en Côte d'Ivoire. Le diplomate chinois est à Ouagadougou pour préparer la visite prochaine au Burkina du vice-premier ministre chinois et l'ouverture d'une ambassade de Chine à Ouaga. Des détails avec Ismaël Sirima. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire chez le Premier ministre. Le diplomate chinois est venu échanger avec Paul Kabatieba sur les préparatifs de la prochaine visite du vice-premier ministre chinois à Ouagadougou. Ce matin, j'ai eu l'honneur et la chance d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la coopération entre nos deux pays. Et comme vous le savez, dans quelques jours, il y aura une délégation très importante chinoise qui fera une visite dans votre pays. Nous pouvons dire que cette visite du vice-premier ministre chinois au Burkina Faso sera une visite très importante depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et votre pays. Autre point d'échange, l'ouverture d'une nouvelle ambassade de Chine au Burkina prévue pour ce 12 juillet. Ces actions interviennent après la reprise des relations diplomatiques avec la Chine populaire depuis le 26 mai passé. Et après la rupture des relations diplomatiques du Burkina Faso avec la Chine-Taïwan, quel sort est réservé au projet conduit par l'ancienne île de Formose au Burkina? Pas d'inquiétude selon les autorités burkinabées. D'ailleurs, une délégation de Chine populaire était sur le site du bas-fond aménagé des Salgo dans le Ganzourgou par exemple. Pékin compte reprendre ses projets. Bouma Ernest Nébié. Les relations entre la République populaire de Chine et le Burkina sont déjà en marche.
Ici, nous assistons à un premier contact entre une délégation chinoise et la population de la commune rurale de Salogo dans la province de Ganzourgou. Des autres qui sont venus visiter ce bas-fond rizicole aménagé dans le cadre du projet Rue Pluviale, l'objectif étant de s'imprégner de la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. Un projet qui a été financé par la Chine-Taïwan, un pays dont les relations ont été rompues avec le Burkina Faso. Dans les négociations, il était dit que la République de Chine s'était engagée à accompagner le Burkina et pour la suite de la mise en œuvre en fait, des projets qui étaient accompagnés par la République de Chine-Taïwan. Je crois que c'est dans ce cadre-là l'équipe chinoise est venue. Ils ont voulu comprendre un peu toutes les activités que nous faisons et voir dans la mesure du possible comment ils peuvent nous accompagner et nous aider à continuer en fait, le projet qui avait démarré avec la Chine-Taïwan. Un bas-fond rizicole aménagé en 2016 qui fait la fierté de ses exploitants. Et le maire de la commune rurale de Salogo d'exprimer toute sa gratitude aux visiteurs du jour. Des visiteurs à qui il a soumis un certain nombre de doléances pour une meilleure exploitation du site. Nous souhaitons en tout cas qu'il y ait une extension bien sûr de cette superficie. En plus de cela, qu'il y ait la mécanisation bien sûr de la production et bien sûr aussi le lieu de stockage, le lieu de battage et les aires de séchage sont des besoins effectivement que les populations ont exprimés. Sachant que la Chine c'est un pays producteur du riz très grand, donc on possède un niveau technique assez avancé, donc on va voir ensemble, on va voir comment promouvoir l'agriculture ici. Après Salogo, la délégation chinoise ira visiter dans d'autres localités du Burkina d'autres réalisations dans le domaine agricole et de la formation professionnelle. Au terme de sa mission, la délégation va signer avec le ministère en charge de l'agriculture un protocole d'accord qui va définir les différents accompagnements de la République populaire de Chine au Burkina dans le domaine agricole. Et puis, les contractuels de l'ONEA en fin de contrat risquent de se retrouver sans emploi. Ils ont saisi le médiateur du Faso qui a obtenu de l'ONEA la reprise de leur travail dans l'attente d'engager des négociations avec la direction de l'entreprise. Explication, Pascal Canet. Ils sont des contractuels de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Depuis quelques mois, l'ONEA changerait à les remplacer par un nouveau recrutement. En désespoir de cause, ils saisissent le médiateur du Faso afin que l'institution de médiation intercède en leur faveur. Ce matin, les nouvelles sont bonnes. Le médiateur du Faso a obtenu qu'ils reprennent le travail. Il y a des accords entre l'ONEA et le médiateur du Faso. Et bon, nous ne sommes pas dans le secret de ces accords-là. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Et ce qui nous a permis de retourner travailler à l'ONEA. Voilà, tout le monde a repris donc, le travail. Et donc, nous espérons que par la suite, donc, les engagements qui ont été pris voilà, seront tenus. Le président par intérim du Conseil supérieur de la communication est aussi dans les locaux du médiateur du Faso. Désiré Komboigo n'est pas là pour parler de la crise qui secoue son institution, mais juste pour une visite de travail. Vous savez très bien que le Conseil supérieur de la communication régule la communication sociale. Et le médiateur du Faso fait de la médiation à la fois sociale et administrative. Nous avons donc des rôles assez convergents et dans tous les cas, nous travaillons tous à une cohésion sociale et à une paix sociale. Ce sont ces sujets de convergence et de synergie qui nous ont préoccupés. Le médiateur a également reçu d'autres personnalités comme l'ambassadeur de la Tunisie au Burkina, venu évoquer avec elle des questions de coopération en matière de médiation. Une plateforme qui permet aux grandes entreprises de faire des déclarations et des paiements d'impôts en ligne. C'est l'application e-Syntax, promue par la Direction générale des impôts. La deuxième version de la plateforme est désormais fonctionnelle et environ 173 entreprises ont déjà adhéré. Le fonctionnement avec Ismaël Dilouma Sirima. Une démonstration en 5 minutes pour faire une déclaration d'impôt et procéder au paiement à partir d'un ordinateur. Cela se fait sur une plateforme du nom de e-Syntax accessible sur www.e-syntax.bf. Pour l'heure, seules les grandes et moyennes entreprises sont concernées par cette plateforme.
Lancée en avril dernier, elle a été améliorée et aujourd'hui, les contribuables peuvent effectuer tous les types d'opérations liées aux impôts. Aujourd'hui, avec ça, je crois que ça va se faire directement dans nos bureaux sans trop de temps à perdre. Si vraiment ça se développe, ça va nous économiser beaucoup de choses. La Direction générale des impôts s'en réjouit également à plusieurs niveaux. Mobiliser trop d'argent pour juste recevoir des déclarations, pour juste classer des dossiers, pour juste encaisser de l'argent. Et ça, vous comprenez que ça, ce n'est pas des activités à valeur ajoutée. Donc ce qui va se passer maintenant, ces activités qui sont des activités administratives et répétitives là, vont être exécutées automatiquement par la machine et le personnel va se concentrer sur ce que nous appelons les tâches à valeur ajoutée. À ce jour, un peu plus de 170 entreprises ont adhéré à la plateforme e-Syntax. Et la Direction générale des impôts envisage toucher près de 6 000 contribuables. La Chambre de commerce, on va développer ensemble donc, des stratégies de sensibilisation, de communication et même de démarchage. On va aller dans les entreprises, leur expliquer le bien fondé, en tout cas de cette plateforme. Mais on va également, et peut-être c'est l'occasion pour moi d'indiquer ça déjà, dans les années à venir, en tout cas dans les mois à venir, rendre ça obligatoire. À la suite du lancement de la deuxième version de la plateforme e-Syntax, la Direction générale des impôts annonce d'autres services en ligne, notamment la digitalisation de son administration. De leur côté, les clients de la Sonabel peuvent aussi payer des crédits énergie pour les compteurs prépayés via Orange Money, une initiative pour faciliter le paiement et ainsi éviter les bousculades et les longs rangs. L'idée fait déjà le bonheur des clients. Maïmouna Traoré. La Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, et la Société de téléphonie mobile Orange unissent leurs forces pour faciliter le paiement des crédits énergie pour le compteur prépayé. Les clients se bousculaient dans nos guichets pour acheter des unités. Il arrivait que certains clients se lèvent le matin à 5 h du matin pour venir s'aligner alors que nos guichets s'ouvrent à 8 h. Tout simplement parce qu'ils veulent des unités. Et lorsque nous voyons cela, ça nous faisait trop mal. Donc il a fallu chercher comment régler ce problème. Nous sommes déjà en partenariat avec la Sonabel sur le paiement des factures postpayées. Donc ce n'est qu'une suite logique de pouvoir accompagner la Sonabel sur le paiement des unités de valeur pour les compteurs prépayés. Avec cette plateforme, le client de la nationale de l'électricité peut recharger son compteur prépayé en tout temps et partout où le service Orange Money est disponible. Tout ce que le compteur postpayé fait, le compteur prépayé sait le faire. C'est exactement les mêmes avantages, avec la possibilité en plus de mieux gérer son budget quand c'est un compteur prépayé, d'avoir la possibilité d'avoir des réductions, parce qu'avec le compteur prépayé, vous ne payez pas de pénalité, de retard, parce que ça n'arrive jamais. Et également, avec le compteur prépayé, vous ne payez pas d'avance sur consommation. Les participants à cette cérémonie de lancement ont assisté à une démonstration d'un paiement via Orange Money de crédit énergie. Dans l'actualité ce soir, le programme des logements sociaux porté par le gouvernement burkinabé peine à se réaliser à Bobo-Dioulasso. Le site prévu pour la construction des logements fait polémique. Des propriétaires terriens hésitent à céder leurs terres faute de dédommagement à la hauteur de leurs attentes. Et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu sur le site de Logofourousso pour s'entretenir avec les populations, mais aussi avec les autorités communales. Rachid Sawadgo a assisté à la rencontre compte rendu. Le ministre Dieudonné Bonané en médiateur à Logofourousso. Dans ce village rattaché à l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso, le projet de construction des logements sociaux divise à la fois des fils de la localité et des autochtones aux autorités municipales. Des frères d'une famille partageant le même champ familial sont en querelle parce qu'ils ne s'entendent pas sur la question de céder ou de ne pas céder leur champ familial. Au regard de la confrontation qui se dégage à l'horizon, nous avons été obligés de recourir au service d'un expert pour arbitrer entre la population et l'administration. Face à cette situation, le ministre en charge de l'habitat sur le site
tente d'apaiser les esprits et appelle aux différentes parties à privilégier le dialogue. Nous sommes tombés d'accord avec les populations pour la mise en place d'un comité qui va se réunir dès le lundi et voir tous les aspects de la question. Comment dédommager les populations touchées par le programme de construction de logements, comment définir un certain nombre de critères, etc., etc. Tous les sujets sont ouverts et je pense qu'avec la volonté des autorités coutumières, le chef des villages, des populations et des autorités administratives et politiques, nous allons arriver à de très bons résultats. Le ministre quitte Loro-Fourousso sans une avancée majeure du dossier. Les partis restent campés sur leurs positions, mais tous espèrent une issue favorable à la crise dans les prochains jours. Autre actualité dans ce journal, au procès du putsch manqué ce matin, les interrogatoires se poursuivent. Après le sergent-chef Mohamed Zerbo, c'est au tour du sergent Olo Stanislas Poda de passer à la barre. Ce dernier ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Le point avec Draman Guéné, Zoubaviel David Dabiré et les caricatures de notre consultant externe. Le sergent-chef Mohamed Zerbo aura fait 3 jours à régner les faits qui lui sont reprochés. À sa suite, c'est son binôme et subalterne, le sergent Olo Stanislas Poda, qui est appelé à la barre ce matin. Mohamed Zerbo et Olo Stanislas Poda sont les 2 soldats de l'ex-RSP qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire et remis à la justice burkinabé. Le sergent Poda est aussi le co-auteur de l'attaque de la poudrière de Yimdi, pour laquelle il a écopé d'une peine de 17 ans de prison ferme. À la barre ce matin, il embouche la même trompette que son prédécesseur. Il reconnaît sa signature en bas du procès verbal de son audition avec le juge d'instruction, mais rejette en bloc son contenu. Le sergent Olo Stanislas Poda dit n'avoir jamais fait usage de son arme lors de ses missions pendant le coup d'État. Il reconnaît néanmoins être allé au studio à Bazon le 17 septembre 2015. À l'arrivée de son équipe, le studio était déjà en feu. 2 roquettes y étaient larguées par des fauteurs de troubles selon lui. Ces fauteurs de troubles selon le sergent Poda seraient des soldats indélicats du RSP qui étaient sous le coup d'affectation pour avoir tenté de tuer le général Gilbert Guinguéré le 29 juin 2015. Le sergent Poda était aussi à la mission de Zorgo avec son chef Mohamed Zerbo, mais ne reconnaît pas avoir saccagé une radio. Sa mission était juste d'escorter un véhicule et c'est tout ce qu'il connaît de cette sortie. Il finit son interrogatoire ce soir en demandant au tribunal de ne tenir compte que de ce qu'il a dit à la barre, ne se reconnaissant pas dans les dépositions faites devant le juge d'instruction. Les interrogatoires reprennent demain à 9h avec un autre soldat de l'ex-RSP, Jean-Florent Nion. Et les dépositions de ces 2 sous-officiers de l'ex-RSP ne laissent pas indifférents les populations qui effectuent le déplacement d'Ouaga 2000 pour suivre les débats. Quelques réactions avec Zoubaviel David Dabiré. Après 4 mois de débat procédural, l'heure est aux auditions des accusés impliqués dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015 au tribunal militaire. Zerbo Mohamed et Poda Stanislas sont déjà passés à la barre pour répondre des faits de meurtre, coups et blessures, dégradation de biens et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et leur réponse à ces infractions ne laisse pas indifférent le public. Aujourd'hui, si vraiment ce procès va nous faire situer où se trouve la vérité, c'est une fierté. Mais moi, particulièrement, la seule demande, que ce procès soit équitable. Et les gars restent toujours sur leur position. Alors que si vous voulez qu'on avance, si vous voulez une réconciliation, si vous voulez être libre à travers ce procès, c'est de dire la vérité et rien que la vérité. Mais vous avez eu des premières auditions et tout ce que vous avez dit dans les auditions, ce n'est pas ça que vous dites aujourd'hui. Nous voyons qu'effectivement, les accusés sont en train de nier en bloc. Bon, nous ne savons pas comment les choses vont se passer les jours à venir, mais nous espérons que ça aille vite pour que réellement les victimes puissent réellement savoir qu'est-ce qui s'est passé ce temps-là. Ces sentiments de déception tranchent avec le constat de Dame Yamiogo. Depuis ce vendredi, elle suit les interrogatoires des accusés et dit s'être forgé une conviction sur les différentes dépositions. Je dirais enfin un ouf, parce que depuis 3 ans pratiquement, et 4 mois que ça a commencé, et jusque-là on attendait. Et on a vu que véritablement depuis vendredi tout a commencé. Et ce matin il y a eu les auditions avec M. Zerbo et puis M. Olo Poda. Ce que j'ai entendu, je dirais que c'est pour moi,
C'est ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont dit. Bon, par exemple, le monsieur Poda, il dit que s'il n'a pas vu, il ne va pas mentir. S'il l'a fait, il va le dire. Il a dit qu'il y a eu déjà un jugement, qu'il a été franc. Malgré cela, il a écopé de 17 ans et aujourd'hui, il n'a rien à perdre. Je pense que ça va se savoir, la vérité sera dite. Seules les confrontations à la barre et la présentation des pièces à conviction pourraient en temps opportun faire jaillir la lumière sur cette affaire de putsch manqué et situer les responsabilités. Mais en attendant cette étape, les 82 autres accusés sont attendus à la barre dans les jours à venir. En musique, Flobi présente son 5e album discographique à la presse, intitulé Wakato, ou le temps en langue nationale mouré. L'album est composé de 16 titres alliant rythme moderne et traditionnel. Présentation avec Bouma Ernest Nebier. Devant ses fans, ses parents et les journalistes, l'artiste musicien Flobi revisite les titres de son nouvel album. Intitulé Wakato, l'opus aborde des thèmes sociaux tels la joie, la tristesse, la pauvreté et l'espoir. Cet album Wakato est un album composé de 16 titres et qui a été enregistré dans de très bonnes conditions. Je parle surtout de l'espoir parce que l'album même s'appelle Wakato, la Wakato qui est le temps. Et donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chacun. C'est un album dans lequel Flobi fait de la variété et du tradi moderne. Avec Flobi, on l'a signé en production, donc on l'a signé pour 4 albums. Donc Wakato, c'est le premier album qu'on a produit ensemble. On l'a signé aussi pour la gestion de ses droits d'auteur, donc on va s'occuper de sa carrière à ce niveau-là. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est booking, production de concerts. Avec cette nouvelle sortie discographique, Flobi totalise 5 œuvres musicales qui sont toutes, selon lui, appréciées au Burkina comme à l'étranger. Et à l'étranger, la gauche prend le pouvoir au Mexique. Andrés Manuel López Obrador, 64 ans, a été élu à la présidence du Mexique dimanche par un mandat de 6 ans, pour un mandat de 6 ans avec plus de 53% des voix. Un succès historique de la gauche au Mexique. Andrés Manuel López Obrador a remporté l'élection présidentielle ce dimanche. L'ancien maire de Mexico a recueilli environ 53% des voix d'après des estimations officielles. À sa 3e tentative, le vétéran de la gauche a réussi son pari, battre les deux partis qui se partageaient le pouvoir depuis près d'un siècle, qu'il qualifie de mafia. Le nouveau projet pour notre nation visera à établir une réelle démocratie. Nous ne cherchons pas à construire une dictature ouverte ni secrète. Les changements seront profonds, mais se feront dans le respect de l'ordre légal établi. Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique, a tweeté le président de la puissance voisine Donald Trump en félicitant le vainqueur. Morena, la coalition d'Andrés Manuel López Obrador, obtiendrait aussi la majorité à l'Assemblée et la mairie de Mexico où une femme a été élue pour la première fois. Ce scrutin est considéré comme le plus sanglant de l'histoire du pays, avec plus de 130 assassinats politiques. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi. Revue de presse signée Vincent Tiendrebeo. Habitat en zone inondable, une mise en garde gouvernementale à l'endroit de ceux qui encourent sciemment le risque. Pour une première intervention, la ministre de la Solidarité nationale, Laurence Ilboudo, affirme clairement que le CONASUR n'interviendra pas dans les zones inondables dûment identifiées. Une fermeté gouvernementale, titre citoyen à ce sujet, car c'est devenu un rituel que chaque année, les mêmes populations bénéficient de l'assistance de l'État, de quoi ressembler à une prime à la réinstallation dans les mêmes zones. La période juillet-septembre 2018 s'annonce particulièrement pluvieuse et la méthode Laurence, quoiqu'elle puisse paraître impopulaire, est la meilleure approche de la situation des zones inondables de Ouagadougou, ajoute le journal. Bonne décision, Madame la Ministre.
félicite l'Express du Faso. Tous ceux qui ont pris ce malin plaisir à résider dans les zones inondables en toute connaissance de cause doivent désormais compter sur eux-mêmes en cas d'inondation, ajoute l'Express du Faso. Congrès ordinaire du parent dans l'observateur Palga pour une renaissance du Parti de la Renaissance nationale. Un congrès pour panser les plaies d'un parti qui a toujours été victime de traîtrise, selon le président du parent, Michel Béré, rapporté par l'Obs. La dernière en date étant l'éjection forcée de Tahirou Barry de la tête du parti. Et comme pour effacer cette page de leur histoire, le parent affiche dans son nouveau siège les portraits des anciens présidents du parti, parmi lesquels Tahirou Barry sans visage. On ne veut plus voir Barry, même en photo, titre l'observateur Palga. Cela n'est pas passé non plus inaperçu dans le journal Le Pays. Ici, on reproche à Barry d'avoir créé un nouveau parti par procuration tout en détenant un siège du parent à l'hémicycle. Il revient à l'Assemblée nationale de mettre fin à cette forme insidieuse de nomadisme politique, clame Michel Béré. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.